Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau point lecture dans lequel je vais revenir sur mes premières lectures de 2020. Comme vous le verrez dans cette vidéo ainsi que dans mes prochains points lecture, j'ai décidé de vous concocter quelques petits bilans lecture un petit peu thématiques à chaque fois. Alors pour débuter, bien sûr, j'ai choisi une thématique forcément très chère à mon cœur, puisqu'aujourd'hui, comme bien souvent, je vais vous parler de thrillers ainsi que de romans noirs. Mais pas de panique, d'autres thématiques sont en préparation. Alors avant de passer à mes avis livresques, je voulais juste faire un tout petit aparté par rapport à la première vidéo de la nouvelle série que j'ai décidé de mettre en place sur la chaîne, la série qui s'intitule donc Il était une fois une histoire vraie, et je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur par rapport au super accueil que vous avez fait pour cette nouvelle série de vidéos. Le concept vous a vraiment apparemment emballé, ainsi que le rendu, etc. J'ai vu que ça vous avait énormément plu et moi ça m'a énormément plu à le faire. Donc voilà, je pense que c'est une nouvelle belle aventure qui est en train de se lancer. C'est vraiment une série qui me tient très cher à cœur. Alors j'espère que vous serez toujours là au rendez-vous pour les prochains épisodes. Par contre, à noter que, et étant donné que dans cette série je traite de sujets, dirons-nous, un petit peu touchy et pas franchement très kid-friendly pour YouTube, eh bien cette vidéo a été mise en rémunération limitée. Alors, en tant que soit, la rémunération limitée, je m'en fiche un peu parce que très clairement je ne gagne pas ma vie avec YouTube. Par contre, ce qui m'embête un petit peu plus, c'est que lorsqu'une vidéo est mise dans cette catégorie, elle est aussi beaucoup moins mise en avant par les algorithmes de YouTube, et par conséquent il y a beaucoup moins de chances pour que des gens intéressés puissent tomber dessus. Donc si vous avez aimé cette vidéo et ce nouveau concept, surtout n'hésitez pas à la partager afin qu'on puisse pallier un petit peu, je dirais, à cet algorithme de YouTube qui n'est pas très amical avec les vidéos du genre. Bon, l'aparté s'arrête là, je retourne donc à mes avis livresques. Je vous préviens, les livres que je vais vous présenter aujourd'hui ont dans l'ensemble tous été des bonnes lectures, et s'il n'y a pas de grosses déceptions, il y en a tout de même, je dirais, pour lesquels j'en attendais peut-être un petit peu trop. Mais je vous explique tout ça. Je vais tout d'abord commencer par un livre dont j'ai entendu parler un nombre incalculable de fois. Tout le monde, ou presque, n'en a dit que du bien, donc forcément j'avais des grosses attentes. Et ce livre, il s'agit tout simplement de Nymphéa Noire de Michel Bussy aux éditions Pocket. Je pense que tout le monde, ou presque, sait ce dont il est question dans ce roman, mais je vais quand même vous faire un rapide résumé de l'histoire. On se situe donc à Giverny, le village de Monet, dans lequel un matin le corps d'un homme est retrouvé dans un petit ruisseau, le crâne un petit peu défoncé, dirons-nous. Jusque-là, rien de très surprenant. Nous avons donc une enquête policière, ma foi, somme toute classique, afin de trouver qui est le grand méchant qui a bien pu faire ça à ce gentil monsieur. Sauf que l'originalité de cette histoire tient dans le fait que, en parallèle de cette enquête, nous allons suivre trois femmes à trois âges bien différents, puisque l'on suit d'un côté une vieille dame ainsi qu'une femme qui a à peu près la trentaine, qui est institutrice, et également une jeune fille de 10-11 ans. Alors je comprends désormais pourquoi ce roman a tant plu. Pour ma part, ceci dit, ce ne sera pas un coup de cœur. Alors peut-être que j'en attendais trop, vous allez me dire, un peu comme bien souvent. Je me suis posé la question, mais je ne pense pas que le problème se situe là, parce que j'ai vraiment trouvé des éléments qui m'ont dérangé dans ce récit. Mais avant d'aborder les points qui m'ont dérangé, parlons tout d'abord du positif. Premièrement, il faut reconnaître que Michel Bussy sait très bien faire défiler les pages à vitesse grand V. Malgré le fait que ce roman soit une petite pavage, je l'ai vraiment lu extrêmement rapidement. Il faut reconnaître que l'écriture de Michel Bussy est plutôt fluide et entraînante, ce qui fait qu'on ne voit littéralement pas défiler les pages. J'ai adoré que ce roman baigne dans une atmosphère de grands peintres, de paysages qui invitent au rêve, à la contemplation, et de littérature romantico-romanesque avec presque parfois un petit côté conte. En un mot, pour ce qui est de l'ambiance du livre, bravo. Je me suis littéralement baladée dans les rues de Giverny, j'avais envie de m'y rendre pour voir tout ça de mes propres yeux. J'ai également appris des choses que je ne savais pas concernant Monet. Bref, si le but de l'auteur était de rendre hommage à ce peintre et à la ville qui l'a accueilli pendant de si longues années,
j'ai juste envie de dire c'est réussi. Pour ce qui est de cette fin qui met comme ça toutes les pièces du puzzle dans le bon ordre, je dois reconnaître que là encore c'était plutôt astucieux, même si mon flair m'avait quand même mis sur quelques pistes. Je comprends donc parfaitement que cette fin ait chamboulé pléthore de lecteurs, et j'ai d'ailleurs l'intime conviction que l'auteur avait cette idée de fin à la base en fait de son histoire, et qu'il a tout simplement, je pense, construit son roman autour de cette idée de fin. Et c'est là que ça pêche un petit peu pour moi, parce que j'ai senti par moments que Bussy forçait peut-être un peu certaines pièces à rentrer là où il voulait, quitte à s'arranger un petit peu avec le reste du roman et surtout avec la vraisemblance des faits qu'il présente. Et puis j'ai eu un petit peu de mal à accrocher avec la morale entre guillemets de cette fin que j'ai trouvée un petit peu malsaine. Ensuite, je pense que mon plus gros souci avec ce roman vient tout simplement de la véritable aversion que j'ai eue pour certains personnages. J'ai tout d'abord cordialement détesté le personnage de Lawrence. Lawrence, c'est, dirons-nous, le chef de brigade qui mène l'enquête sur cet homme que l'on a retrouvé mort. C'est un flic que j'ai trouvé imbu de lui-même, qui prend les gens de haut, qui se pavane comme un coq. Le stéréotype, clairement, du mec macho que je ne supporte pas, parce que oui, pour être macho, il l'est. Du coup, au travers de ce personnage, j'ai trouvé qu'on avait le droit à une flopée de discours misogynes, racistes et surtout bourrés de clichés. J'ai également eu du mal avec le personnage de Stéphanie, qui est donc notre institutrice. J'ai compris l'image et le message que l'auteur a voulu faire passer au travers de ce personnage, mais je dois reconnaître que c'est un message qui ne m'a pas vraiment plu. Je n'ai pas aimé cette femme mi-soumise, mi-femme fatale, qui est incapable de trancher et surtout qui change d'humeur comme de chemise. Bref, du coup, quand on n'apprécie pas vraiment deux des personnages principaux, eh bien la lecture peut parfois être un petit peu compliquée. J'ai par contre plutôt apprécié le personnage de la vieille femme avec son franc-parler et son côté un petit peu bourru, ainsi que la jeune fille qui s'appelle Fanette, même si je dois reconnaître que par moments j'avais envie quand même de gentiment la secouer. En résumé, c'est donc un roman policier non sanglant, avec un twist final qui, je pense, va chambouler beaucoup de lecteurs qui ne l'auraient pas encore découvert, à condition tout de même d'aimer un minimum l'art pictural. Bah oui, parce que forcément, étant à Giverny, on parle quand même beaucoup de grands peintres et de Monet et de peinture, etc., etc., etc. Vous avez compris le principe. J'aurais juste peut-être, je pense, aimé quelque chose de moins lisse, retournement de fin mis à part, on s'entend, avec des personnages plus ciselés, moins clichés, ce qui aurait, je pense, vraiment rendu ce roman incroyable. Une lecture donc sympa pour ma part, mais pas un sans faute, loin de là. C'est donc en bref un roman qui rejoint, j'ai envie de dire, mon avis général sur Michel Bussy, même si je reconnais que la fin de celui-ci est tout de même plutôt ingénieuse. J'ai ensuite découvert 115 de Benoît Séverac aux éditions La Manufacture du Livre. Alors ici, comme je l'avais déjà expliqué durant un book haul, on va suivre principalement deux femmes. D'un côté, Nathalie, qui est une chef de brigade, on va dire, de la police, et de l'autre, Sergine, qui est vétérinaire, et toute l'action se déroule dans la ville de Toulouse. Et que dire de plus pour faire un résumé de ce roman? Je ne sais pas trop. J'ai juste envie de dire que l'on va suivre ces deux femmes sur une assez courte période, dans leurs métiers respectifs, même si vous vous en doutez, à un moment ou à un autre, elles vont finir par se rencontrer, et aussi qu'au travers de ce roman, on va faire la connaissance de divers personnages qui sont tous issus de populations un petit peu marginales, puisqu'il va y avoir des SDF, des gitans, des migrants, etc., etc. C'était donc le premier roman que je lisais de Benoît Séverac, et une chose est sûre, c'est que ce ne sera pas le dernier. Tout d'abord, j'ai découvert une plume. Une plume agréable, bien travaillée, sans non plus avoir la prétention de se donner un pseudo-style ampoulé, et surtout une plume qui sonnait vrai à tous les niveaux. Ce roman est un roman policier un petit peu particulier. Vous savez, dans la plupart des romans policiers, en général, on suit une équipe de flics sur une enquête tout au long du roman. Ici, le côté flic fait partie du décor, mais on a autre chose en plus. Ce roman est plutôt une sorte de focus sur la ville de Toulouse au travers de quelques-uns de ses habitants, et ça sur une courte période donnée. J'ai aimé le côté fragment de vie qui se dégage de ce roman. Au travers d'une petite galerie de personnages, l'auteur s'attaque à quelques faits de société tels que
la prostitution, la traite d'êtres humains, la maltraitance envers les animaux ou encore les détournements de fonds. Et comme je le disais, il met également en avant des populations qui sont bien souvent qualifiées d'un peu borderline et que l'on voit plutôt rarement, je trouve, en littérature, telles que, comme je le disais, les SDF, les gitans, la mafia albanaise ou encore les migrants. Mais ce que j'ai surtout apprécié dans ce roman, c'est, comme je le disais, son côté vrai, qui pour moi ressortait aussi bien au niveau du jargon des policiers que même du jargon des associations d'aide ou encore même du déroulé des faits et bien sûr dans l'écriture tout simplement de ces personnages. Tous sonnaient juste avec leurs qualités, leurs défauts, leurs réactions et leurs habitudes. Des personnages loin d'être manichéens que l'on peut clairement croiser dans notre vie de tous les jours au travers des gens que l'on côtoie. Je vous avoue qu'en commençant ce roman, j'avais peur de me retrouver face à un récit très politisé, voire peut-être trop politisé et surtout moralisateur, mais là encore, j'ai beaucoup apprécié le ton finalement très juste et sans véritable prise de position de la part de l'auteur. L'auteur nous dépeint juste une réalité et à nous par la suite d'en tirer les réflexions que l'on veut. Il attire finalement notre œil sur ce microcosme qu'est Toulouse sur un petit laps de temps de façon à la fois brute et intéressante. J'ai très bien réussi à imaginer tous les personnages, ce qui fait que je vivais complètement le récit avec eux. Seul petit bémol pour ma part, j'aurais peut-être aimé que ce récit soit un petit peu plus long, histoire de creuser peut-être un petit peu plus en profondeur certaines thématiques abordées. En bref, pour moi, ça a été une très belle découverte, une façon de raconter peu banale qui sort, je trouve, des schémas habituels du genre et qui est portée par une plume que j'ai trouvé vraiment très littéraire sans trop en faire. Ce roman finalement c'est une sorte de rencontre entre un contemporain, un polar et un roman noir qui, ma foi, a donné un résultat franchement très intéressant que j'ai clairement dégommé en même pas 24 heures. C'est donc pour ma part une très belle entrée en matière avec Benoît Séverac et maintenant j'espère juste que ces autres romans seront dans la même lignée que celui-ci parce que si c'est le cas, je pense que je vais là encore faire de très belles découvertes et passer de très agréables heures de lecture. Je me souviens d'ailleurs que certains d'entre vous m'avaient laissé de très bons commentaires par rapport à cet auteur. Eh bien, je peux dire maintenant que j'ai bien fait de suivre vos avis parce que vraiment, pour moi, c'est une des très belles découvertes de cette début d'année 2020. Je vais ensuite passer à deux romans qui sont sortis fin 2019 qui ont beaucoup fait parler d'eux et donc je sais que certains d'entre vous attendent mes retours. Vous allez tout de suite comprendre, ce sont bien sûr deux livres sponsorisés par Séverine, je dirais. Allez, trêve de blabla, je vous montre ça. Le tout premier, il s'agit des Refuges de Jérôme Loubry aux éditions Calman Lévy. Alors, le résumé. On va faire très simple, je vais juste vous dire que l'on y suit Sandrine, qui est une journaliste qui vient de déménager, qui s'est installée en Normandie et qui un jour reçoit une lettre d'un notaire pour lui dire que sa grand-mère, qu'elle n'a jamais vraiment côtoyée, qui vivait un petit peu recluse sur une île avec d'autres habitants qui eux-mêmes vivaient aussi en autarcie, vient tout simplement de décéder et que concrètement ce serait sympa d'aller vider sa maison. En parallèle de ça, on va aussi avoir des chapitres qui concernent une femme durant les années juste après la guerre qui, et ce n'est pas un spoil parce que c'est le premier chapitre de ce roman, voit un jour débarquer durant l'une de ses balades sur la plage, flotter tout simplement des petits corps d'enfants sur le bord de mer où elle se baladait avec son chien. Ce roman est très difficile vraiment à résumer sans trop vous en dire. J'espère juste que ce micro-résumé vous aura donné l'eau à la bouche. Parce que personnellement je trouve que le résumé de la 4e de couverture est peut-être un petit peu trop étoffé. J'aurais peut-être aimé quelque chose d'un petit peu plus succinct et mystérieux, mais que voulez-vous, je ne travaille pas en maison d'édition. Voilà, ce n'est que mon humble avis. Alors, ce roman, là encore, j'en ai entendu que des bons retours, je pense. Donc forcément, j'avais très envie de le découvrir. Ça a été un énorme coup de cœur pour plein de monde fin 2019. Ce qui fait que, l'ayant reçu à Noël, je me suis très vite jetée dessus pour enfin moi aussi le découvrir. Et waouh, quelle lecture terriblement addictive et prenante. J'ai tout simplement dévoré ce roman en une journée. Une fois commencé, impossible de le lâcher. Il faut dire que l'auteur sait très bien, dès le début, accrocher son lecteur
Alors ça va être assez compliqué de parler de ce roman sans spoiler, mais je vous promets, je vais vraiment faire très attention. Mais disons que l'auteur nous entraîne dans un labyrinthe psychologique aux nombreuses couches et ramifications qui peuvent peut-être par moments donner un petit peu le tournis au lecteur. C'est une construction de roman complexe et intéressante. Ce roman est divisé en 3 parties, il me semble, et chacune de ces parties a su me surprendre et rebattre les cartes avec brio. Au détour de ce roman, l'auteur aborde plusieurs thématiques, mais c'est finalement, j'ai envie de dire, le thème central qui reste à la fin que j'ai trouvé personnellement vraiment le plus intéressant. C'est ce que j'appelle personnellement un roman mémorable, servi par une plume fluide, intelligente, agréable et profonde. Ce n'est pas à proprement dit, j'ai envie de dire, un roman noir, mais plutôt véritablement un roman psychologique qui, je pense, parlera d'autant plus aux lecteurs un petit peu aguerris au genre. Seul petit bémol pour ma part, cette fin, alors ne me jetez pas de pierre, je sais que pour la plupart des lecteurs, c'est justement cette fin qui avait un côté waouh, qui attend plus et qui a fait que ce livre a reçu autant d'éloges, mais je dois reconnaître que pour ma part, j'ai trouvé cette fin un petit peu prévisible. Non pas parce que je suis la réincarnation de Sherlock Holmes, mais tout simplement parce que, dirons-nous, j'avais fait le parallèle avec un autre roman et que voilà, la mécanique étant la même, je me suis un petit peu douté de ce qui se tramait. J'ai espéré jusqu'au bout que ce ne soit pas ça parce que je pensais vraiment pour ma part qu'il y avait une autre fin possible que j'aurais personnellement trouvé peut-être plus intéressante. Mais là encore, ce n'est que mon humble avis de petite lectrice et que voulez-vous, c'est le choix de l'auteur, on respecte. Malgré ce petit bémol, je pense tout de même que ce livre a été un coup de cœur, tant pour sa richesse d'écriture que pour ce côté psychologique que j'aime tant retrouver dans les romans ou encore pour les heures de lecture palpitantes qu'il m'a apporté. C'est donc un roman qui regorge de bien plus de choses que nous laisse croire le résumé, avec de nombreux rebondissements et une part de psychologique, j'ai envie de dire, omniprésente, voire même prépondérante. Bref, si ce genre de roman vous intrigue, j'ai envie de dire foncez. Malgré un petit bémol pour ma part par rapport à cette fin, je pense que clairement c'est un roman qui embarquera la plupart des lecteurs et qui leur retournera l'esprit comme il se doit. Alors je ne vais pas vous demander ce que vous avez pensé des Refuges parce qu'à mon avis, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est un roman absolument génialissime. Mais en tout cas, si vous ne l'avez pas encore lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il vous intrigue ou non. Et forcément, je ne pouvais terminer ce bilan de mes premières lectures 2020 sans parler d'un de mes auteurs chouchous. Ça a d'ailleurs été ma toute première lecture de 2020. Alors déclenchons tout simplement comme d'habitude l'alerte auteur chouchou, puisque je vais vous parler du jeu du chuchoteur de Donato Carisi, toujours aux éditions Calman Levy. Alors, le synopsis de cette histoire. Disons qu'on commence tout simplement ce récit avec une femme qui passe un coup de fil au service d'urgence en disant qu'il y a un homme bizarre dans la cour de sa maison, que son mari est parti parlementer avec, mais que clairement ils sont pas rassurés du tout. Sauf que le problème, c'est que ce soir-là, il y a un énorme orage dans la ville et que par conséquent, les forces de police sont mobilisées pour endiguer ces problèmes dus à l'orage et que clairement, l'appel de cette dame n'est pas une priorité. Du coup, ils se rendent chez elle seulement le lendemain et sur les lieux, je vous le donne en mille, ils vont retrouver une maison absolument pleine de sang, sauf que l'on ne retrouve pas de cadavre. Oui, c'est plutôt étonnant. Alors très vite, un suspect va être appréhendé, un suspect qui ne parle pas, et surtout un suspect qui, dirons-nous, va mêler à cette histoire le personnage de Mila Velasquez que l'on connaît dans cette saga du chuchoteur, qui a tout simplement décidé de changer de vie puisqu'elle s'est expatriée, j'ai envie de dire, au milieu de rien avec sa fille, pour reprendre une vie, dirons-nous, beaucoup plus simple et saine. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, le jeu du chuchoteur est le 4e tome de la saga du chuchoteur. Une saga, vous devez le savoir, que j'aime particulièrement puisque j'avais eu un énorme coup de cœur
pour le premier tome qui était donc Le Chuchoteur, ainsi que pour le troisième tome qui s'intitulait L'Égaré. Et ce fut pour ma part encore une super lecture en compagnie de Donato et surtout de Mila, même si je le reconnais tout de suite, ce ne sera pas mon préféré de la saga. Première petite déception, pas de lien ni de rappel avec le tome précédent. Que s'est-il passé? J'avais des questions et aucune réponse n'est apportée, même si après l'avoir terminé celui-ci, je dois reconnaître que j'ai une petite théorie qui est en train de fleurir dans mon cerveau et qui pourrait peut-être justement expliquer la chose. Bref, si vous êtes à jour dans cette saga et que vous voulez qu'on échange nos impressions et nos théories en la matière, surtout n'hésitez pas à venir m'en parler parce que là je ne sais pas avec qui échanger à ce sujet et je dois avouer que ça me turlupine pas mal. Pour ce qui est de retrouver la thématique du chuchoteur, j'étais bien sûr plus qu'enchantée. Comme bien souvent, Donato Carisi a su m'accrocher dès les premières pages et j'avais franchement beaucoup de mal à décrocher de ce bouquin. J'aime tellement l'écriture de cet auteur, tout en psychologie et en finesse. Il tisse une fois de plus une toile où tout s'en mêle. Alors oui, je suis d'accord, par moments son récit peut peut-être paraître un petit peu alambiqué et déroutant, mais j'aime vraiment son univers et cette patte qui définitivement n'appartient qu'à lui. J'ai bien sûr adoré retrouver Mila et Simon qui sont véritablement deux personnages pleins de relief et très attachants, mais j'ai surtout beaucoup apprécié que la psychologie et la vie de Mila Velasquez soient vraiment au centre pour moi de ce tome-ci. L'auteur aborde dans ce roman des thématiques, je dirais, actuelles et nous propose des axes de réflexion, mais sans non plus avoir finalement un propos, j'ai envie de dire, moralisateur et infantilisant. L'univers du jeu est, j'ai trouvé, plutôt bien exploité, même si par moments je reconnais que ça manque un petit peu de réalisme et de crédibilité. Alors bien sûr, comme d'habitude, il sait parfaitement manier son suspense, le rythme de son roman et bien sûr les retournements de situation. C'est donc un grand oui, une fois de plus, pour Donato Carisi, et même si je reconnais que pour moi ce n'est pas le meilleur de la saga, ça a néanmoins été un très agréable moment de lecture. Et cette fin, mes aïeux, à quand la suite? À quand la suite? À très vite, j'espère, parce que je pense vraiment que Mila et le chuchoteur ont de très beaux, ou plutôt de très sombres, jours devant eux. Alors oui, bien sûr, avant qu'on me pose la question, si vous voulez lire ce roman, pour moi, il est clairement préférable d'avoir lu les tomes précédents de cette saga, histoire de bien tout comprendre et d'apprécier le travail de Monsieur Carisi, qui, vous l'aurez compris, est pour moi, à l'heure actuelle, je pense, un dieu de la littérature. Oui, je sais, j'emploie des mots très forts, mais c'est vraiment ce qui se passe dans mon cerveau. C'est donc ainsi que se termine ce point lecture sur mes toutes premières lectures de 2020. Comme vous l'aurez vu, ma foi, pour moi, je trouve que c'est un plutôt bon cru pour commencer cette nouvelle année. Et moi, commencer la nouvelle année avec des thrillers de plutôt bonne qualité, ça me met en joie. Alors comme je vous l'ai dit, les prochains points lecture auront des thématiques un petit peu différentes. Bon, même s'il y aura quand même au moins dans l'un d'entre eux des thrillers, oui, que voulez-vous, on reste sur ma chaîne. C'est pas demain la veille que je vais vous proposer des points lecture 100% romance. En tout cas, il y a très peu de chance quand même. J'espère donc que ce point lecture vous aura été utile et que peut-être il aura attisé votre curiosité pour découvrir certains de ces romans. En tout cas, que vous les ayez lus ou non, n'hésitez surtout pas à venir en discuter avec moi en commentaire. Comme d'habitude, les commentaires sont ouverts, je réponds à tout le monde, même si parfois je mets un petit peu de temps. Mais que voulez-vous, j'ai une vie à côté et je fais du mieux que je peux. Comme l'année dernière, je vais vraiment essayer de tenir ce rythme d'une vidéo par semaine. J'espère donc que vous serez au rendez-vous. Et bien sûr, comme d'habitude, pour soutenir la chaîne et pour me dire si vous avez aimé cette vidéo, on n'oublie pas de mettre des petits pouces levés. Même si je sais que l'un d'entre vous, surnommé le petit troll, a une fâcheuse tendance à me mettre à chaque fois au moins un pouce baissé. Écoute, cher ami petit troll, si tu es dans les parages, bonjour chez toi. Je vous souhaite donc, bien sûr, comme d'habitude, paix, amour et littérature dans vos cœurs. Je vous retrouve très bientôt. À mon avis, ce sera pour un point lecture. Je vous envoie tout plein de bisous et je vous souhaite de très belles heures de lecture. À bientôt. Bye!